Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Moi ça va plutôt bien, je suis très actif là depuis, vous allez me dire depuis 22 ans. Mais là, c'est vrai, mais je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup de personnes. Tu sais, c'est la rentrée, donc début janvier, il y a beaucoup de choses. Plus de nouveaux projets qu'on met en place, bien évidemment, parce qu'on a beaucoup de choses encore à dire, à transmettre, et on a beaucoup de graines encore à semer tout autour de nous avec l'équipe qui m'entoure. Et donc là, notamment, on continue d'avancer sur la programmation du 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. La billetterie est ouverte depuis quelques mois et je crois qu'il y a déjà 150 places qui ont été vendues. On est limité, donc c'est une salle qui peut accueillir 500 personnes. Donc si vous voulez venir cet été, venez. Le Palais des Congrès est un lieu qui est magnifique. C'est aussi pour ça qu'on y retourne d'ailleurs, parce qu'il donne juste en face de la plage. C'est-à-dire que vous sortez du palais et vous avez la plage qui est juste en face. Et donc, c'était en 2023 qu'on a fait notre première édition. C'était compliqué quand même de se baigner parce que l'eau était froide. Encore que j'avais demandé à tout le monde de venir avec un maillot de bain et on a quand même réussi à se baigner pour clôturer le congrès. Donc, c'est du dimanche soir vers 18h. On n'était pas loin, je pense, de 100 à 150 personnes à aller se baigner dans le froid d'Arcachon, mais c'était génial. C'était un très, très bon moment. Donc là, il n'y aura pas de froid parce qu'on sera au mois de juillet. Et pendant les pauses, notamment, je pense à la pause du midi, on a 2 heures de pause devant nous pour manger. Ça sera l'occasion de se retrouver à l'eau. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, le lieu est vraiment très beau, très sympa. On est hyper bien accueillis. Et puis, il y a une belle salle aussi qui peut accueillir. Cette année, il y aura 40 exposants. On va proposer aussi 8 ateliers pour que vous puissiez vivre des choses. Et les 10 conférences, les 10 conférenciers, je vous laisserai aller voir la programmation. Je pense notamment à Arnaud Rioux qui va être présent. Se sont engagés à faire des conférences où vous allez vivre des expériences. On a vraiment envie que ce soit un 2 jours en fait expérimentationnel. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, ce pari en 2023 qui a vraiment super bien marché. Tout le monde a kiffé, nous les premiers en termes d'organisateurs. Et donc voilà, on repart sur la même ambition et ça va être trop bien. Donc vous tapez congrès, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez tout de suite sur le site internet. Je vais vous montrer une petite vidéo justement qu'on a réalisée en 2023 qui montre l'ambiance du congrès. Et après, on se retrouve tout de suite après avec Sandy pour parler d'amour, un sujet qui me passionne aussi depuis une trentaine d'années. J'avais déjà interviewé d'ailleurs Sandy. Si ça vous intéresse, vous allez dans un moteur de recherche, pareil, vous tapez Sandy Kaufman et Julien Perron et vous allez tomber sur l'interview. C'était très sympa, on parlait aussi d'amour et de couple. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça.
Et en parlant de bonheur, ça me fait penser à la sortie de mon deuxième livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en quête de sens, qui est sorti le 31 octobre. Vous êtes déjà quelques milliers à vous être procuré le livre. Merci déjà de vos retours, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est d'ailleurs très intéressant parce que dans un certain nombre de retours, le sentiment que vous me donnez, c'est que j'ai dû m'améliorer au niveau de l'écriture du livre. Et donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que, bien évidemment, on progresse un peu comme dans tout. Donc merci encore, merci. Puis j'adore aussi les photos que vous m'envoyez avec le livre partout où vous êtes dans le monde. Ça fait vraiment plaisir. Donc surtout, continuez. Je vais faire apparaître Sandy. Hello, Sandy. Coucou Julien, coucou tout le monde. Comment vas-tu? Mais ça va bien, merci. Alors, tu me partageais une chouette nouvelle en off. Je trouve ça génial. J'aimerais bien d'ailleurs, peut-être qu'on en reparle parce que je trouve ça super que ça puisse déboucher à des choses comme ça. Tu me disais que suite à notre dernier échange, la dernière interview qui remonte à une année, finalement, ça a abouti à ton livre là que j'ai reçu. Merci beaucoup, que vous voyez à l'écran. Que tu as bien évidemment aussi. Pour ceux qui ne regardent pas, c'est S'ouvrir à l'amour et si la solution se trouvait du côté du nerf vague. Ça va être très intéressant. Et donc voilà, ça a abouti sur l'écriture de ce livre. Donc c'était génial. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ça s'est passé très rapidement? Oui, il y a eu vraiment un concours de circonstances. En fait, suite à l'interview qu'on a eue en live, j'ai été contactée par une première personne qui gérait 2 maisons d'édition, qui m'a dit « Ah, mais vous avez des choses intéressantes à raconter, ça serait bien d'en faire dans le sujet d'un livre. » Et après, une circonstance, on va dire, un petit peu plus magique, ésotérique, suite à l'éclipse solaire, en fait, j'ai réagi sur le compte de Anne Guesquière par rapport à un réel, en fait, qu'elle a diffusé. Et puis, Anne Guesquière m'a également écrit « Faites-moi votre proposition de livre ». Et voilà, à peu près une année plus tard, le livre, il est là en chair et en os. C'est trop bien. Et donc, merci en tout cas pour avoir déclenché ça. Je trouve que c'est aussi important de mentionner les petites étoiles qu'on rencontre sur notre chemin. Oui, c'est génial. On te souhaite plein de succès pour ce livre. Tu nous rappelles le titre de ton premier livre? Alors, c'est mon premier livre. Ah, c'est ton premier livre. Il me semblait que tu avais déjà écrit ton premier livre. Pardon, ok. Très bien. Écoute, Sandy, il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas dans le lot. Donc, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle Sandy Kaufmann, je suis coach de vie certifiée et thérapeute psychocorporelle. Et vraiment, ce qui me meut le plus, c'est d'aider les personnes qui ont le sentiment de répéter les mêmes schémas en amour, de ne pas arriver à avoir des relations épanouissantes, de comprendre un petit peu les mécanismes qu'il y a derrière. Pour moi, ça vient clairement de ce qu'on a appris sur l'amour dans notre enfance et de les aider à dépasser. Et souvent, les personnes qui viennent vers moi, elles viennent en se disant « Mais Sandy, moi, j'ai identifié d'où ça pouvait venir dans mon enfance. J'ai la volonté de changer ce qui se passe. » Mais malgré tous ces efforts, et c'était honnêtement mon cas personnel, j'arrive pas à changer. Et moi, personnellement, ce qui a été la bascule dans ma vie amoureuse, c'est quand j'ai compris que tous ces modèles d'attachement, tous ces mécanismes qu'on a en relation, c'est pas enregistré au niveau de notre cerveau rationnel, c'est enregistré au niveau de notre système de survie, le système nerveux, et que ça se passe en fait avant notre volonté en mode automatique. Et que, heureusement, c'est pas une fatalité qu'on peut le changer. Donc voilà, c'est mon cœur de métier. Donc c'est ce qui justifierait que, tu sais, il y a cet adage où on peut avoir le sentiment de reproduire à peu près tout le temps les mêmes relations, de revivre tout le temps les mêmes situations, etc. Ça s'expliquerait notamment par rapport à ça. Donc c'est engrammé en fait dans notre système nerveux. Oui, parce que en fait, automatiquement, notre système nerveux va faire qu'on est attiré par des modèles qu'on connaît et on va adopter des mécanismes qui nous ont permis de garder le lien, de préserver le lien pour être aimé. Gabor Maté, qui a beaucoup recherché sur l'attachement et les traumas, il dit toujours que l'enfant, il doit faire le choix entre sa propre authenticité
et son désir de maintenir le lien. Et que s'il doit faire un choix entre les deux, en fait, il va être capable de renoncer à sa propre authenticité pour maintenir le lien. Et tous ces modèles-là, en fait, vont influencer plus tard de la manière dont on va se comporter. Et ça se passe vraiment au stade des perceptions. Donc, typiquement, quand tu rencontres quelqu'un, selon la manière dont cette personne va réagir, ton système nerveux va percevoir en fait ces signes-là et il va aller chercher un petit peu dans sa base de données de survie et il va évaluer, OK, où là, il y a peut-être un potentiel danger de perte de lien et adapter en fait un mécanisme de survie qui t'a permis peut-être en étant enfant de maintenir le lien, mais qui te dessert maintenant à l'âge adulte pour avoir des relations épanouissantes. Typiquement, si en tant qu'enfant, tu avais adopté le modèle de faire tout ce que tes parents disaient sans oser dire non ou sans dire bah non, ça, j'ai pas envie, bah, en relation, je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas ça qui va t'aider à construire des relations où tu te sens épanoui, où tu as l'impression que tu as un pouvoir d'influence aussi sur cette relation. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment totalement à notre insu. Donc, j'imagine, tu disais justement de manière très positive qu'on peut quand même, c'est pas une fatalité, quoi. On peut reprendre les rênes de notre système nerveux. Enfin, tu vas nous expliquer. Mais là, moi, j'ai le sentiment que, bah, en fait, ça touche l'ensemble de la population. On n'a même pas conscience déjà de ça. Moi, j'avais plutôt le sentiment, mais c'est peut-être des croyances, que tu sais, le fait de répéter tout le temps les mêmes situations, alors en l'occurrence, si tu le vois, parce qu'il y en a qui ne le voient pas, ça peut durer toute leur vie, mais si tu le vois, je me disais que c'était aussi parce qu'il y avait des choses, tu sais, à retenir, à comprendre, donc quelque part un peu par toi-même, c'est-à-dire de se dire, bon voilà, si ce schéma se répète, c'est que moi, à un moment donné, il faut que j'aille chercher quelque chose dans ma propre vie, pour peut-être régler ce point-là. C'est lié sûrement à mon enfance, c'est lié sûrement à des situations que j'ai pas su gérer plus jeune. Comment je peux gérer ça pour pas que ça se reproduise? Mais ça veut dire, en fait, on dit la même chose, mais de manière différente, non, quand je dis ça? Oui, en fait, c'est vraiment des opportunités de guérir au travers du lien, en fait. Ouais. On est des êtres humains, on a besoin de s'enfoncer des fois un peu dans la souffrance pour avoir envie de réagir. Et en effet, il y a plusieurs stades. Déjà, il y a prendre conscience de ce qu'on répète, parce que en effet, pas tout le monde en a conscience, ou des fois, j'ai des personnes qui me disent non, mais c'est un coup de malchance, je rencontre une nouvelle personne, ça va changer. Et c'est cette répétition qui va apporter ce niveau de conscience, puis de souffrance, pardon, puis de conscience. Ouais. Et après, en fait, c'est un apprentissage de rechoisir une réponse qui est plus adaptée. Donc, ça demande déjà d'être conscient quand le mécanisme se déclenche, et c'est vraiment des fois au niveau corporel, ça peut être une milliseconde. Moi, par exemple, dès que mon partenaire me donnait pas de nouvelles pendant quelques heures, j'avais la boule au ventre, j'avais le sentiment de perdre pied, et j'étais déjà dans le scénario catastrophe. Et ça demande vraiment d'abord d'apporter du soin à cette réaction intense au niveau de ton système nerveux, donc de rapporter de la sécurité. On pourra peut-être parler un petit peu d'outils un peu plus tard, pour être dans la capacité de réfléchir et de dire, bon, est-ce que là, il y a vraiment une mort d'homme, un ours qui se présente, ou est-ce qu'il y a peut-être une autre manière de gérer ça? Et ça, je pense que c'est un réapprentissage qui demande de la répétition. Peut-être qu'après, tu répètes, c'est pas aussi pire qu'avant, et au fur et à mesure, tu reconstruis en fait de nouveaux mécanismes qui sont plus sains et qui sont plus sereins pour construire des belles relations, en fait. Ouais, c'est vraiment tout un apprentissage. On est dans le domaine de la connaissance de soi. Alors moi, je parle souvent, tu sais, de mode d'emploi. C'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Est-ce qu'on peut résumer ça justement à la connaissance de soi, de manière très synthétique? Tu sais, moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation en parallèle du bonheur et de la connaissance de soi, parce que je pense que tout part de l'éducation. Est-ce que tu penses que si on accompagnait justement les enfants le plus tôt,
à intégrer le savoir-être, la connaissance de soi, donc à vraiment comprendre, tu sais, son mode d'emploi dans toutes les sphères de qui on est. Est-ce que ça peut-être que ça nous éviterait, tu vois, de se tromper entre guillemets de relation? Je pense qu'il y a vraiment ces 2 aspects. Il y a la connaissance de soi et je dirais de son corps, parce que je trouve qu'actuellement dans l'éducation, on met beaucoup d'accent sur cette tête, mais on coupe ce côté corps et je pense que c'est ça qui donnerait un énorme potentiel, en tout cas à l'éducation. Moi, mon fils a du TDA et je vois qu'ils sont en train, par exemple, il y a une couverture lestée à l'école, ils ont des trampolines, c'est en train de se mettre en place. Donc oui, dans la connaissance de toi, c'est la connaissance de ton système nerveux, comment ça fonctionne, quand est-ce que c'est plutôt ton rationnel qui est là, plutôt ton corps. Mais ce qui va changer les relations, c'est cette interaction, comprendre en fait comment tu es dans le lien, parce que juste toi avec toi, en fait, ça va pas ressortir en fait. Mais non, c'est clair. Bah, on est des êtres de lien, tu sais, il y a cette grande étude d'Harvard qui a suivi 1000 personnes pendant 75 ans pour essayer de comprendre les mécanismes, et en fait, ce qui ressort, c'est le lien social. On est des êtres de lien, hein. Bah oui, c'est sûr. On apprend par le lien. Alors, par contre, moi, je trouve qu'il y a 2 écoles. Tu vois, il y a ceux qui vraiment disent, bon, bah, on apprend que par le lien. Et moi, je trouve que c'est limité et que c'est un peu extrême comme position. Et puis après, tu as les autres qui disent, bah non, en fait, avant de commencer à se mettre en lien les uns avec les autres, il faut d'abord commencer à se connaître, à comprendre son mode d'emploi pour mieux interagir avec les gens. Moi, j'ai envie de ramener de l'équilibre, tu vois, je pense qu'en fait, dans un monde idéal, il faudrait avancer sur les 2 chemins en même temps, quoi. Bah, je te rejoins, et particulièrement dans le coaching amoureux, il y a vraiment ces 2 pôles où il y a des gens qui disent non, mais c'est totalement du développement relationnel, tu peux pas avancer dans la relation à l'autre tant que tu n'es pas en lien avec l'autre. Et puis, tu as l'extrême opposé qui est plus dev perso, relation à soi. Et je dois dire personnellement que, par exemple, dans mon exemple personnel, j'ai quand même dû faire un travail suffisant dans ma relation à moi, dans la régulation de mon système nerveux que je peux faire sans être en relation pour éviter d'aller dans des relations qui allaient peut-être me faire plus de mal que de bien. Et c'est là où je te rejoins que je veux pas faire une généralité, ça dépend des schémas, ça dépend de l'intensité que tu répètes, mais il y a quand même, je dirais, un moi qui doit être suffisamment fort pour aussi être capable dans la relation à l'autre de dire « Ok, ça fait partie de ma part de tort, ma part de responsabilité » et aussi d'être dans cette capacité de dire « Non, mais en fait, là, je vois pas de problème vis-à-vis de mon côté, je vois c'est plutôt des décisions à prendre à 2 ou là, cette fois, c'est plutôt de ton côté. » Si t'as pas cette base qui est forte, qui arrive, pour arriver à se remettre en question, il faut quand même avoir cette force, en fait, de dire « Ah ouais, là, j'ai merdé. » Moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il y a besoin d'une bonne base et tu construis sur cette base. Ouais, j'en suis même arrivé à comme une espèce de petite conclusion en me disant que toujours dans un monde idéal, tu sais, quand tu rencontres donc du coup un partenaire, l'idéal, ça me fait penser à tourner manège. Je sais pas si tu te rappelles de tourner manège. En fait, il faudrait vraiment, tu sais, poser les cartes sur table, dire voilà, moi où j'en suis en fait dans ma vie, tu vois. Ça, en fait, j'ai pas encore réglé, c'est encore compliqué pour moi. Je sais pas, je ressens encore beaucoup d'insécurité financière, émotionnelle, et voilà, je suis en cheminement, tu vois, dans cette situation. Tu vois un peu le fond de ce que je veux dire? Ça, pour moi, ça serait vraiment l'idéal, parce que tu sais, tu as les cartes entre les mains avant de te lancer avec ton futur partenaire, parce qu'il y a une sincérité radicale et il te dit, en tout cas de sa propre connaissance, parce que parfois on ne sait pas tout de nous, il dit voilà moi où j'en suis. Et bon, très clairement, on est quand même très rare à faire cette démarche quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que tu partages cette idée? Moi, je trouve, je conseille aux gens d'être assez cash et aussi de oser verbaliser en fait les choses qui sont encore difficiles pour soi. Parce que le but, en fait, quand on le fait, déjà, on explique le challenge, on explique qu'on est en chemin de,
Et la personne en face de nous, elle n'est pas obligée d'aller dans notre sens, mais elle peut aussi choisir consciemment de nous aider et nous aider à avancer. Donc, plus les partenaires, en fait, sont assez à montrer les cartes sur la table, plus c'est facile, en fait, pour l'autre de dire, bon, là, c'est son problème, elle doit se débrouiller, ou là, en fait, moi, je renonce pas à quelque chose, je suis pas dans le sacrifice, j'ai envie d'être soutenant sur ce côté. Et pour moi, ça, c'est vraiment cette capacité de se remettre en question et d'avoir cet esprit d'équipe. C'est 2 facteurs clés pour construire des relations saines, parce que là, c'est un peu comme si tu es dans une équipe, pas de football parce que vous êtes juste 2, mais c'est là où il y a des forces de l'un qui vont avec l'autre. Moi, je sais que le dernier maillon de ma transformation, je l'ai fait grâce à mon mari, où j'ai été assez directe. Je lui ai communiqué. C'était peut-être pas facile de lui dire que pendant 7 ans, j'avais répété le schéma de la trahison, que j'avais peur qu'il me trompe avec quelqu'un. Et c'est là où lui a eu l'amour et l'envie de me soutenir, de me rassurer. Alors que si je lui avais pas dit, peut-être il se serait dit, mais pourquoi elle panique autant, il y a rien. Donc non, je trouve que c'est quelque chose de sain. Et aussi, je dirais même, en amont, de vraiment regarder avec qui tu te sens compatible, en fait. Oui. C'est pas aller dans la checklist, dans le détail, mais d'avoir quand même une relative bonne conscience de tes valeurs, de ce qui t'est cher, parce que c'est ce choix conscient qui va faire que quand vous avez des difficultés, quand vous avez des conflits, quand il y a des déconnexions, que ça, c'est ce qui tient à travers la tempête, en fait. C'est clair. Mais là encore, je trouve que c'est pas évident pour tout le monde, tu sais, de définir ses propres valeurs. Oui. Tu vois, de connaître ses propres besoins aussi. C'est quoi c'est une vraie question pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi vos besoins? Vous avez besoin de quoi dans la vie de tous les jours pour être bien, pour être heureux? Et est-ce que, sans artifice extérieur, c'est-à-dire sans votre femme, sans votre mari, sans vos enfants, sans votre entreprise, ce que vous voulez d'extérieur, sans ça, est-ce que vous alimentez ces besoins-là quotidiennement parce que c'est votre propre responsabilité d'être bien déjà et de l'alimenter. Parce que ça, oui, moi je trouve qu'on est très peu, tu sais, ça me fait penser à la question « c'est quoi le bonheur pour vous ?» que j'ai posée à des milliers de personnes dans le monde. Il y avait quand même une personne sur 4 qui me regardait dans les yeux et qui parfois en fait pleurait instantanément parce qu'il n'y avait rien qui venait, ils n'avaient pas la réponse. Pour moi, définir ses besoins, ça fait partie des questions existentielles sur lesquelles on doit cheminer, quoi. Et c'est là où pour moi, je trouve que le système nerveux, le corps, en fait, nos émotions, ce sont des guides qui sont précieux parce que, en effet, je suis d'accord avec toi, des fois tu as ta tête où tu penses que tu as besoin de quelque chose ou tu penses que tu n'as pas besoin de quelque chose et qu'est-ce qui va te ramener, en fait, j'aime bien dire cette église au milieu du village, tu vas le voir par tes émotions. Parce que quand un besoin n'est pas entendu, ton corps, il va le crier et il va te rappeler à la sonnette que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est finalement cette connaissance de soi, c'est pour moi personnellement aller vraiment comprendre ce que nos viscères nous disent, ce qu'elles nous crient tous les jours, parce que elles ont emmagasiné tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous meut aussi dans notre vie. Je pense que les valeurs, c'est plus des choses qu'on arrive à repérer par qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on répète constamment dans notre vie, plus que par une observation intellectuelle, en fait. Ah oui, c'est sûr. Tu parlais notamment d'insécurité. Tu sais, tu disais que tu avais peut-être des tips autour de l'insécurité. Je trouve que c'est un vrai sujet aussi, l'insécurité dans le couple. Oui. Parce que là encore, on est confronté, alors c'est mes observations, mes croyances, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont encore plein d'insécurité à plein de niveaux. Et parfois, ils n'ont même pas conscience de ça. Donc là, pour le coup, ça va être, tu sais, peut-être dans l'accompagnement avec quelqu'un ou avec ta femme, ton mari, qui a cette compétence, ce détachement pour s'apercevoir en fait qu'il y a ça. Et donc dans ce cas-là, potentiellement, on peut aider. Mais je dis attention, danger, ne vous transformez pas en thérapeute dans votre couple. Il ne faut surtout pas faire ça. Là, c'est quoi tes tips
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ces notions d'insécurité qui sont quand même assez vastes. C'est quoi tes tips? C'est le sujet du livre, hein, vraiment. L'insécurité, en fait, ça peut se présenter de différentes manières, en fait, chez une personne. Donc, ça peut être, dans un premier cas, une insécurité qui est tellement importante que la personne, elle va pas arriver à faire relation. Typiquement, longue période de célibat, où je commence des petites relations, mais ça s'inscrit pas dans la durée. Là, quand ce niveau d'insécurité est tel, en fait, le conseil que je peux donner à cette personne, c'est réellement de comprendre, en fait, de quoi elle se protège, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à faire relation? Et là, elle va vraiment devoir aller creuser dans son passé, son attachement. Après, les insécurités, elles peuvent se présenter de différentes manières quand tu es en relation. Ça peut être typiquement par je surréagis à la situation. J'ai bien conscience que ce qui se passe dans ma relation, ça fait partie du normal, mais ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est quand même vachement plus intense. Là, le premier réflexe, c'est d'aller dans la régulation de son système nerveux, de comprendre par l'observation des sensations corporelles, déjà, je ressens où cette insécurité? Est-ce que c'est plutôt par ici? Est-ce que c'est mon cœur qui s'accélère? Ma respiration qui s'accélère? Est-ce que je suis en mode j'ai envie soit d'attaquer, soit de fuir? Et d'apporter en fait de l'apaisement par des outils plutôt somatiques. Donc typiquement, quelqu'un qui est dans cet état soit j'ai envie d'attaquer, soit j'ai envie de fuir, il a comme un surplus d'énergie qui a été créé. Donc pour retourner à l'apaisement, il a besoin de sortir en fait ce surplus d'énergie. Quelque chose qui peut aider, c'est d'aller vraiment dans la fatigue physique. Donc faire des pompes, pousser contre un mur jusqu'à ressentir de la fatigue. Ça va pas résoudre le mécanisme à la base. Ça demande pour moi ce que j'appelle un travail de déprogrammation, mais ça va au moins aider la personne à redescendre d'un cran pour pouvoir se rassurer et se dire non mais en fait je comprends que les faits ne sont pas dans la même intensité de ce que j'ai ressenti et choisir une réponse adaptée. Mais c'est pas facile sur le moment parce que ça demande de faire stop en fait. Et ouais. Et si les personnes sont plus dans l'autre côté, donc plus dans l'état dorsal où elles se sentent presque bloquées pour passer à l'action ou qu'elles n'arrivent pas en fait à rester dans le lien, ça c'est souvent un processus qui demande 2 étapes. C'est de se remettre d'abord dans le mouvement, d'en revenir dans le moment présent. Quelque chose qui est assez simple et qui aide à se reconnecter au moment, c'est de s'auto-palper, par exemple. Et ensuite, de revenir dans son environnement et puis, par exemple, d'informer que par le biais de l'orientation, ça c'est un autre exercice qui est pas mal, d'informer ton système nerveux que tu es en sécurité, que dans l'ici et maintenant, peut-être que ton corps l'a perçu comme étant quelque chose de profondément stressant, mais que dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Donc, le processus de l'orientation, c'est quelque chose qui paraît tout bête, c'est simplement de laisser tes yeux observer et regarder l'environnement comme ça autour de toi en ralentissant le geste pour que la perception remonte à ton cerveau finalement qu'il n'y a pas de danger. Et souvent après ça, peut-être qu'il y a le petit coup de colère, la petite agitation qui arrive et ça c'est un moyen pour revenir. Donc ça c'est pour le cas on va dire d'insécurité un petit peu ponctuelle.
Et puis pour d'autres personnes, c'est vraiment dès qu'il se passe quelque chose, je reste dessus. Je n'arrive pas à tourner la page. Je suis toujours dans cette discussion qu'on a eue il y a 6 mois et je l'ai toujours comme ça en travers de la gorge. Ça, c'est souvent un signe d'un manque de flexibilité de son tonus vagal. Et ça demande en fait de l'entraîner pour arriver à vivre des situations de stress, revenir à son état de sécurité. Vivre des situations de stress, revenir à son état de sécurité. Typiquement, un exercice qui aide beaucoup dans ce cas, c'est la pratique de la cohérence cardiaque, qui travaille par exemple sur cette flexibilité, ce passage entre j'accélère et je fais le frein. Ça, c'est pour on va dire des solutions un peu tampons. Après, pour vraiment passer le cap en relation, pour moi, le travail de fond, ça va au-delà de la simple régulation. Ça vient plus aller comprendre en fait quelle est la blessure du passé que j'ai eue et la compétence que j'ai pas réussi à développer à cause de ça. Et dans mon livre, en fait, j'identifie 4 catégories de schémas, 4 grandes catégories, et pour chacune de ces catégories, il y a vraiment une compétence spécifique. Et ça demande de pratiquer, en fait, pas seulement dans ta relation amoureuse, mais dans toutes tes relations finalement. Mais oui, c'est clair. Quel challenge! J'essaie de me mettre à la place des gens qui se reconnaissent, tu sais, dans quel challenge, enfin moi, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait que tout part de l'éducation parce que je vis ça, tu sais, moi je suis né dans une famille quand même où on parlait de tout ça. J'ai commencé ce cheminement, comme on dit, vers l'âge de 6 ans, donc je vois la chance quand même que j'ai d'avoir compris déjà certaines choses. Bien évidemment, c'est le chemin de toute une vie parce que je continue d'apprendre sur moi à travers les voyages, les rencontres, le lien, etc. Mais quand même, c'est quand même un vrai gain de temps, quoi. Parce que, tu vois, même pour une personne qui est motivée, j'ai des exemples qui me viennent en tête que je ne citerai pas. Pour des exemples, des personnes qui sont motivées, c'est compliqué même pour elles, en réalité, tu vois. Alors, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a aussi ce sentiment, tu sais, de vouloir que ça se règle très rapidement. Tu sais, ce côté un peu comme le Doliprane, je prends un Doliprane et ça y est, ça va mieux, quoi. Et en fait, comme c'est des processus qui sont extrêmement longs, j'ai l'impression, d'une personne à une autre en plus, ça amène aussi à développer une compétence de patience, tu vois, de persévérance, de régularité, que beaucoup n'ont pas en réalité, quoi. Est-ce que c'est des choses que tu abordes, toi, dans ton livre? Oui, alors moi, on va dire que j'étais à l'opposé de toi. J'ai démarré en fait avec un bagage quand même assez chargé. Si on regarde l'ACE Study, donc c'est une étude qui a établi un score sur les adversités qu'on a pu vivre dans son enfance. J'ai un score de 6 sur 10, donc c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas détailler exactement quoi, mais juste pour donner une idée. Et pour moi, en fait, ça n'a rien à voir avec la volonté, en fait. C'est pas une question de manque de volonté. Moi, je pense sincèrement, c'était pas la volonté qui me manquait. C'est vraiment une question de sécurité. Et en recréant de la sécurité dans ton corps, dans ton système nerveux, tu vas travailler là où est le problème. Alors que si tu fais par force de volonté, tu essayes de changer le problème, souvent ça fait l'effet inverse parce que tu progresses pas, tu as le sentiment de ne pas progresser et que ça continue de se répéter. Et le pire, c'est que tu as l'impression que ton schéma ou l'intensité de ce que tu vis, ça empire. Moi, typiquement, pendant 7 ans, j'ai répété ça. Je savais pas au départ qu'il fallait tout que ça passe par le corps. Ça a été mon processus à moi. Au départ, j'ai été trompée, mais je l'ai pas anticipé. Alors que quand c'était ma 5e, 6e relation, dès que je voyais le moindre changement, j'étais presque à faire mes bagages et à me dire c'est bon, c'est fini. Donc je comprends qu'il y ait cette frustration. Personnellement, je trouve que quand tu travailles sur
les gros blocages. Et dans mon livre, en fait, c'est vraiment un guide qui est fait pour identifier tes gros blocages, identifier tes gros schémas et vraiment par ordre d'importance. C'est comme si tu commences par enlever les gros cailloux et là, tu vois vraiment un gros passage, en fait. Après, bien sûr, tu dois apprendre une compétence. Une compétence, ça demande du temps. Mais si tu veux, c'est beaucoup plus facile parce que l'enjeu ou la peur ou l'insécurité, eh ben, c'est quand même un petit peu moins intense. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu, en fait, quand j'ai travaillé notamment sur le dernier schéma qui m'a permis de rencontrer mon mari. Je me suis surprise moi-même, et c'est ce que beaucoup de mes coachés me disent, de me dire pourquoi je réagis pas à ça alors que d'habitude, j'aurais paniqué. Et là, en fait, le grand changement qui avait fait, c'est que j'avais travaillé sur l'empreinte d'un événement qui m'a beaucoup marqué. J'en parle d'ailleurs au tout début de mon livre. Et ça a vraiment changé la donne. Bien sûr qu'après, j'avais des autres peurs, mais si tu veux, l'intensité n'était pas la même. Donc, pour moi, je dirais qu'il y a un travail de fond qui est à faire au début pour avoir ce sentiment où j'ai l'impression d'avancer. Et après, oui, c'est de la patience, c'est du temps. Et je pense que à la fin de ma vie, je te dirais, j'ai encore travaillé sur mes relations. C'est ça, parce que clair. J'allais dire, à quel moment tu ressens que ce point-là, il a été réglé? Probablement, comme tu viens de le dire, et que tes clients te disent, ah, tiens, ça me fait plus rien. Ça peut être, ça peut être le signe. Ouais. C'est typiquement une personne qui n'arrivait pas à communiquer ses besoins et ses limites. D'un seul coup, elle me dit, mais Sandy, j'y crois pas, c'est sorti de ma bouche. Et en fait, c'est là où tu sens que tu as enlevé l'empreinte du corps, en fait. C'est ce passage-là. Et moi, je m'en suis rendu compte avec mon mari. Donc, mon mari, il est physio. Donc, il fait des formations continues avec principalement des femmes. Et je m'en suis rendu compte quand il partait en week-end et que de tout le week-end, donc il est en sous-vêtements avec d'autres femmes, je me suis même pas posé la question qu'il pouvait y avoir potentiellement un danger. Ok. Oui. Là, ça te montre vraiment que c'est ok, c'est réglé, quoi. Ouais, voilà. Et là, je me suis dit, ça y est, je sais que j'ai passé le cap. Est-ce que tu penses que moi, je trouve qu'il y a deux écoles. Moi, j'ai plutôt tendance à recommander qu'il y a une partie de la population où c'est bien qu'il se fasse accompagner par quelqu'un, peu importe qui c'est. Enfin, évidemment un professionnel. Et après, il y a d'autres personnes, mais ils n'ont pas forcément cet élan, ce besoin, ce ressenti de se faire accompagner. Et donc, du coup, ils vont cheminer, entre guillemets, un peu tout seuls de leur côté, quoi. Déjà, est-ce que tu partages ce point de vue? Et par rapport à ces points-là, tu sais qu'on en a réglé justement en termes d'inconfort et d'insécurité. Est-ce que de ton observation en tant que pro, de tes connaissances, est-ce que ça te semble plutôt nécessaire de se faire accompagner par un pro, ou est-ce que chacun et chacune peuvent cheminer comme ça de leur côté pour faire sauter en fait cette insécurité? Pour moi, en fait, ça dépend de l'intensité de ce que tu répètes. Si tu as un schéma que tu répètes, dont l'intensité est modérée, et que tu arrives à remettre de la sécurité en te régulant, et que toi, ça t'aide en fait à passer ce cap et à construire une relation, tu y arrives. Et c'est pour ça aussi que dans mon livre, j'ai quand même donné suffisamment de conseils pour que la personne essaye. Moi, c'est plutôt mon attitude. Essaye d'y arriver tout seul. Okay. Regarde jusqu'où tu peux aller. Et quand tu sens que en faisant le maximum, tu n'y arrives pas, eh bien, à ce moment-là, fais-toi aider. Okay. Moi, j'irais plutôt dans ce sens-là. Et c'est mon encouragement, parce que finalement,
pour que ça marche en relation, c'est de se sentir en pouvoir dans sa relation amoureuse. Et donc, des fois, le risque, c'est de redonner trop de pouvoir, en fait, au thérapeute, à la personne, alors que, honnêtement, le travail de fond dont je te parle, c'est 3-4 schémas à travailler. Et après, c'est plus du travail perso avec toi. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est pas des thérapies qui durent des années. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Le gros, les empreintes dans le corps, tu le travailles quand c'est travaillé, c'est travaillé. T'as pas besoin d'y aller. Voilà. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a un côté un peu mécanique, en fait, dans ce que tu dis. Ouais, exactement. Ouais. C'est ce qui permettrait peut-être déjà de rassurer un certain nombre de personnes, parce que tout ce qui est de l'ordre du mécanique, comme tu le dis très bien, une fois que c'est réglé, a priori, c'est plus censé revenir. Ouais. Maintenant, si c'était censé revenir avec des variantes d'intensité, ça veut dire que c'est encore quand même présent et qu'il faut continuer à avancer et cheminer. Là où je te rejoins un tout petit peu moins, c'est sur la durée. Moi, je pense que ça peut être moyennement ou très long ou très court d'une personne à une autre. Tu sais, c'est un peu comme dire, Montessori, en fait, c'est génial et c'est top pour tout le monde. Non, moi, je suis pas d'accord. Ça peut pas être bon pour tout le monde parce qu'on est tous différents, en réalité. Et je crois que c'est pareil, en fait, dans, la connaissance de soi, notre propre cheminement. Si on est 8 milliards, il y a peut-être 8 milliards de chemins différents. Et puis, on avance chacun à notre pas. Il y en a qui, qui vont vite. Il y en a, c'est toute leur vie. Ils ont, qui vont réussir à régler cette notion d'insécurité. Je pense que c'est aussi important de le dire parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de recette miracle, tu vois. Oui, là où je te rejoins, et pour moi, autant je dis l'empreinte, c'est quelque chose à faire une fois, et je trouve que c'est quelque chose il n'y a pas une notion de temps, c'est mécanique pour moi. Autant ce qui fait pour moi la différence entre quelqu'un pour qui ça change très vite et pour quelqu'un qui a besoin de plus de temps, c'est deux choses en fait. C'est la quantité d'émotions non processées que tu as pu stocker dans ton corps. Ça, malheureusement, déjà, on n'est pas égal en termes d'expérience de vie et on n'est pas égal aussi de comment le corps stocke. Oui, parce qu'on a vraiment, pour moi, là, des différences. Et ça peut demander un petit peu plus de temps. Et le deuxième facteur, c'est l'apprentissage. En fait, si tu enlèves l'empreinte de ton passé, c'est t'enlèves la peur, l'insécurité qui est un peu plus intense, mais ça t'enlève pas non plus le besoin d'apprendre la compétence que tu n'as pas pu avoir avant. Donc, typiquement, si dans ton passé, tu n'as pas pris l'habitude d'exprimer tes besoins et tes limites parce que tu avais peur du retour de l'autorité, l'apprentissage d'exprimer tes besoins et tes limites, ça prend un certain temps, comme tu apprends une langue, etc. Et ça, tu peux pas te l'éviter, en fait. Ah non, c'est impossible. Ouais. Ça fait partie du processus. Ouais. Donc, c'est pour moi, en fait, les deux principaux facteurs qui font ce qui fait que ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Peut-être qu'un des c'est que mon avis, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Bien évidemment. Après, moi, je parle souvent de croyances, c'est nos croyances. Tu sais, après, on adhère ou pas à l'idée. Hein. Et après, comme tu le disais, c'est peut-être qu'il y a aussi un élément qui peut aider les personnes qui nous écoutent. Moi, j'appelle ça des bombes émotionnelles. Il me semble qu'on en avait parlé il y a un an. Tu sais, c'est quand tu as une surréaction, justement, à un moment donné. Ça peut être d'ailleurs même avec tes amis, tes parents, peu importe, toujours dans le lien social. Mais c'est vrai que ça se réveille plus dans le couple quand même. C'est que d'un coup, boum, tu as une surréaction. qui est excessive, on va dire, peu importe comment elle se caractérise. Là, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose à aller chercher, qui est très souvent de l'ordre d'une insécurité ou d'un moment de ta vie dans ton enfance que tu n'as pas su accompagner, pas su gérer comme tu pouvais, parce que c'est normal, tu es un enfant, donc forcément, tu n'es pas équipé, quoi. Oui, un des chapitres du livre, justement, c'est d'identifier tous ces mécanismes, toutes ces petites bombes qui se créent. Et dans le livre, en fait, j'invite les lecteurs à rentrer dans un processus de triage, de
de mise en ordre pour arriver à identifier et trouver, si tu veux, le schéma qui va regrouper toute une série de mécanismes. Parce que des fois, je trouve que c'est pas toujours évident de faire le lien ah oui, mais alors pourquoi je me suis sentie super en colère quand mon partenaire et puis que j'ai explosé là et puis j'ai eu très très peur 5 minutes après. Et c'est vraiment le but du livre, c'est d'être, tu vois, un guide pas à pas, vraiment avec des exercices pour que les personnes, justement, repèrent tous ces mécanismes, les rentrent dans des plus grandes catégories pour un peu comprendre, j'ai ces 3-4 schémas, je sais d'où ça vient, je sais toutes les ramifications de mes réactions et ça m'aide aussi à savoir quelle est la compétence qui finalement va aider à apaiser les feux dans toutes ces situations-là. Et enfin, j'espère que ça sera ce que les lecteurs vont ressentir. C'était vraiment le but du livre, en fait. Ah, c'est génial. Donc, en fait, tu sous-entends que tu apportes des clés, des mises en action, des outils qui vont parler globalement à tout le monde. Il y a de fortes chances que chacun se retrouve à un moment donné dans une des notions, si c'est pas plusieurs. Et donc là, du coup, ils ont des solutions, ils ont des mises en action. C'est génial. C'est génial parce que, une fois de plus, pour moi, là, on est encore dans le domaine de la connaissance de soi et on en a tellement besoin. Vraiment, ça change tout après dans nos liens, tu sais, sociaux, quoi, en fait, que ce soit dehors du couple, même les gens avec qui tu vas travailler peut-être sur des projets, etc. La façon, tu sais, dont tu te connectes aussi avec les gens, en dehors encore du schéma amoureux, ça a vraiment un impact sur le lien social, je trouve, globalement. Quoi. Mais pour autant, je trouve que faut rappeler que c'est pas une notion qui est acquise. Je sais pas comment toi tu le vis. Tu vois, autant moi je te dis, j'ai la chance d'avoir commencé très tôt, mais je trouve que c'est loin d'être acquis. Je trouve que c'est vraiment. J'aime bien cette idée du chercheur, tu sais, d'être tout le temps à essayer de comprendre ses fonctionnements et de s'observer, de le plus possible se détacher un petit peu de certaines situations, toujours en référence avec le lien social, parce qu'on est tellement, on évolue tellement dans notre perception, dans notre façon de percevoir le monde, les gens, etc., que ça nécessite, je trouve, un peu de faire des efforts du quotidien, tu sais, d'être vraiment câblé, tu vois, sans être égocentrique. C'est toujours encore une question d'équilibre, mais de savoir bien s'observer pour encore mieux te comprendre et mieux comprendre les gens. Et moi, je trouve que là, on a encore un grand pas à franchir dans notre société pour que chacun et chacune en arrive là, quoi. Ouais. Moi, je dirais que ce qui freine ce pas, typiquement, quand tu as une forte insécurité relationnelle, tu n'es pas dans cette capacité de fine-tuning, si tu veux. Tu es en mode survie, tu penses potentiellement que les autres sont ton ennemi. C'est physiologiquement impossible de l'être. Et pour moi, en fait, je dirais que c'est d'abord d'éteindre ce feu-là pour après arriver. Personnellement, quand j'étais dans l'intensité forte de ce que je vivais dans mes relations amoureuses, qui se répétait sous une autre forme dans mes autres relations, c'est là où je te rejoins, je voyais plus l'autre comme ennemi, tu vois, mais je voyais pas, c'était beaucoup plus difficile de voir qu'est-ce que moi j'avais fait pour contribuer. Quand tu remets de la sécurité dans ton système, tu arrives à faire cette loupe à l'intérieur qui est en effet est importante pour le couple, pour la société, pour notre système. Je pense que ce qui permettrait, et ce que j'espère pour l'humanité, c'est plus on va apaiser cette insécurité, plus ça sera facile en fait, et plus ça sera presque, on va dire, une tâche quotidienne. Je médite, je regarde mon rapport aux autres, je régule mon système nerveux, tu vois, ça serait l'idéal. Tu vois, en t'écoutant et en faisant l'analyse là de notre échange, je suis en train de me demander si les parents vont pas avoir un peu trop de pression, tu sais, sur les épaules. Parce que, tu vois, en fait, quand on regarde de près l'ensemble des discussions qu'on a, ça vient de notre enfance quand même. Alors, il peut avoir des situations qui ont pu se produire dans la vie de tous les jours, peut-être à l'école ou, je sais pas, dans la rue ou autre, mais
c'est vrai que quand tu regardes bien, c'est très souvent au sein du cocon familial et donc c'est très souvent lié à nos parents. Est-ce que c'est une notion que tu abordes dans le livre, c'est en essayant de déculpabiliser les parents parce que je trouve qu'en fait, ça peut peut-être mettre une pression, quoi. Oui, alors j'évoque aussi beaucoup d'autres choses. Peut-être qu'on sous-estime, on est quand même dans un environnement qui dérégule beaucoup notre système nerveux et qui a aussi un impact sur nos relations. Et que je précise aussi dans le livre que c'est la perception de l'enfant, c'est pas toujours l'intention des parents. Et aussi pour les parents, des fois il y a ce qu'on veut faire, et moi je suis maman d'un enfant de presque 10 ans, ce qu'on veut faire, et comment notre système nerveux vibre à ce moment-là, hein. Donc l'héritage est différent. En effet, je trouve que c'est en effet, on peut se sentir culpabilisé en tant que parent. Moi, j'avoue, hein, je culpabilise ou j'ai vraiment peur d'avoir un impact négatif sur mon enfant. Je me pose beaucoup la question. Donc déjà, si vous vous posez la question, je pense que il y a une bonne intention derrière. Je me demandais si un jour j'en ferais pas le sujet d'un livre, mais j'ai pas encore le recul. Peut-être dans 10 ans, quand mon fils sera grand et que je verrai les impacts sur lui, sur sa vie, et qui me donnera un retour un peu plus adulte. Ouais. En effet, je pense que être parent, c'est le job le plus challenging possible. La bonne nouvelle, c'est que même si on n'a pas fait toujours juste, ou que on a l'impression qu'il y a quand même eu un impact, c'est pas non plus une fatalité pour l'enfant. Il peut aussi aller dans la régulation de son système nerveux. Donc, j'ai pas toutes les réponses à ta question, mais c'est peut-être la note d'espoir que j'aimerais donner, que plus l'enfant, par exemple, plus on peut apprendre aux enfants cette capacité de régulation, plus on peut essayer de minimiser l'impact négatif aussi qu'on peut avoir. Bah oui, bien sûr. Ouais. Après, je me dis, tu sais, peut-être que les gens qui nous écoutent vont se dire, voilà, c'est challengeant quand même. Alors, il faut faire attention à bien manger, il faut faire du sport, il faut faire attention à son sommeil. Maintenant, il faut réguler aussi notre système nerveux. Il faut pas trop écouter les informations négatives et tout, etc. Tu vois, je me dis, en fait, ça peut paraître très challengeant parce que, enfin, mine de rien, ce que je cite, pour moi, ça devrait faire partie de notre vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, enfin, être très attentif à tout ça, un peu comme cette notion de chercheur. C'est une hygiène de vie, en fait. Comme on mange, comme on prend une douche. Mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'entre nous, même moi, je me mets dedans aussi. C'est pas évident tous les jours de continuer d'être dans cette énergie, de prendre soin de moi et tout, etc. Est-ce que tu parles un peu de tout ça aussi? Parce que, évidemment, il y a cette idée d'accompagner notre système nerveux, le nerf vague, etc. Mais il y a aussi tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si tu n'as pas une bonne alimentation, tu vois que c'est encore plus compliqué, je pense, de prendre soin de ton système nerveux. Oui, alors ton système nerveux, ça fait quand même partie de ton corps. Donc, tout ce que tu fais pour avoir un bon sommeil, tout ce que tu fais pour avoir une bonne alimentation, typiquement anti-inflammatoire, etc., tout ça, ça contribue à la santé de ton système nerveux. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait naturellement. Aller voir nos amis, aller dans la nature, être dans un mouvement, manger un peu plus équilibré. Il y a déjà plein de choses qu'on met en place peut-être intuitivement, qui contribue à la régulation de son système nerveux, et simplement avoir une conscience de « Ah tiens, ça contribue dans tel sens, ou ça permet d'aller dans tel type de régulation, ou ça m'aide dans tel cas de figure », ça aide en fait de continuer à mettre les choses en place qu'on a mis en place peut-être de manière plus consciente, de dire « Ouais, là je sens que je me sens agitée, d'habitude ce qui marche pour moi, c'est d'aller faire une marche en nature. Eh bien, la prochaine fois que je sens ça, je sais que j'ai ce type de ressources que je fais déjà, qui fait partie de mon truc. Pour moi, il n'y a pas besoin de connaître 100 mouvements différents, d'avoir 5 types de respiration, de tout faire. Moi, je compte mes outils sur les doigts de la main.
et puis ça change en fonction de ce que je traverse en ce moment, de ma capacité actuelle, des challenges que j'ai de ma vie, mais j'ai pas besoin d'avoir la checklist bien-être et puis de tout faire. Ça devient une manière de vivre. Je donne des conseils de base en fait, et je trouve que c'est déjà une bonne première base et qu'il n'y a pas besoin d'une montagne Bien sûr. énorme en fait. Sous condition, pour moi, qu'il y ait une forme de régularité. Pour moi, c'est vraiment la régularité qui amène justement à conscientiser davantage les bienfaits, s'il faut ajuster certaines choses, etc. Et moi, c'est ce que j'observe, pareil, hein, c'est mon observation et mes croyances. C'est compliqué quand même pour beaucoup d'entre nous de persévérer et d'avoir cette notion de régularité. Tu sais, la plupart, on va commencer quelque chose parce que on a eu un déclic, on estime que bon, allez, c'est le moment. Et puis, on va faire ça sur 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et pouf, on va arrêter. Et puis, on va reprendre un peu, notre vie d'avant, entre guillemets, avant de faire ça. Et c'est ça, moi, que j'observe. Et je me demande, je ne sais pas si tu as des clés, c'est comment on peut amener les gens vraiment à conscientiser. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué de le conscientiser, mais c'est surtout, en fait, qu'ils l'impriment dans leur corps et qu'ils vraiment, ça devienne quelque chose d'une mise en action, tu vois, du quotidien. Ouais. Tu as des tips, toi, pour ça ? Alors, pour moi, la difficulté à être régulier ou à se mettre en action, c'est souvent plutôt qu'on est dans l'état dorsal. Donc, c'est un grand manque d'énergie, en fait, une difficulté à se mettre en mouvement. Et souvent, ce qui fait que les gens abandonnent, c'est ce que tu veux, à nouveau, ta tête, ta liste, ta checklist que tu as mis et la capacité que tu as. Si tu n'as pas l'énergie parce que, en fait, ton corps, son job, il essaye de mettre en dessous un bon petit couvercle à toutes tes bombes émotionnelles, ça lui prend le 80% de ses ressources, tu peux bien comprendre que le 20% qui reste, il n'a pas envie de faire ta checklist, mais il a plutôt envie de regarder YouTube avec une bonne tasse de café ou un petit verre sympa, tu vois. Ouais, et c'est une question de, OK, comment je peux redonner de la capacité à mon système pour avoir cette capacité de faire plus. Quand tu retrouves de l'énergie, tu vas naturellement avoir plus de discipline, plus d'envie de te challenger que si tu es dans cette activité. Et donc, typiquement, aller beaucoup dans la régulation de cet état va t'aider petit à petit à retrouver de l'énergie. Souvent, ces personnes-là, moi, je recommande qu'elles se fassent aussi accompagner en termes de santé par la naturopathie parce que forcément, quand tu travailles sur l'équilibre au niveau de ta santé, ça contribue aussi à une meilleure régulation de ton système nerveux. Oui, très clairement. J'ai un autre point qui me vient à l'esprit parce que ça passe très vite, là, ça va bientôt faire 1 heure. Ah mince, ça vient de m'échapper. Ah si, je donnais une conférence là cette semaine à Lyon devant des chefs d'entreprise. C'était très intéressant. Et donc, on parlait bonheur, connaissance de soi, etc. Et très souvent, tu sais, je demande aux personnes qui sont présentes qui est parent dans la salle. Bon, globalement, à chaque fois, il y a 80% des mains qui se lèvent. Pour comprendre un peu, notamment, le profil de ce que je vais te dire. C'est que par la suite, assez souvent, alors soit c'est pendant la conférence, parce que j'aime bien qu'il y ait de l'inter-échange, soit c'est après, c'est dans les discussions. Ils me disent, ouais, Julien, franchement, tu as tellement raison. Merci, en fait, de tout ce que tu dis. Soit ça permet des piqûres de rappel, soit ça génère des déclics et c'est chouette. Mais moi, tu sais, j'ai 3 enfants. J'ai un job qui est hyper prenant. Je ne vois pas, en fait, à quel moment dans ma life je peux me dire, allez, okay, c'est bon, je m'occupe de moi avant de m'occuper de ma femme et de mes enfants. Est-ce que tu parles aussi de tout ça ? Tu sais, on est quand même dans une société, pour moi, qui nous fait croire, hein, c'est un leurre, que tout va très très vite, qu'il faut faire plein de choses en même temps et que s'occuper de soi, c'est égoïste, etc. Parce qu'il faut s'occuper des enfants, il faut les amener à l'école, préparer à manger, tout, etc. Je comprends, mais vraiment 100% la mécanique et j'imagine ô combien ça doit être énergivore et prendre du temps et ça doit être très challengeant.
Mais pour autant, moi, je me dis, j'ai plein d'exemples autour de moi de familles, tu vois, qui ont 3, 4, 5, 6 enfants et qui ont bien compris ces mécanismes et qui sont dans cette vertu-là. Est-ce que tu parles de tout ça? Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Alors, c'est un sujet qui me concerne personnellement. Ok, très bien. Non, j'en parle pas dans le livre parce que vraiment le but du livre, c'est plus pour les personnes qui soit n'arrivent pas à rencontrer la personne, soit qui sont dans un début de relation et qui n'arrivent pas à aller dans cette construction. C'est vraiment à qui je m'adresse. Je te cache pas que j'ai aussi l'idée d'aller dans la phase numéro 2. Okay. En effet, la gestion du temps et la société actuelle, comme elle est construite, elle va vraiment à l'encontre de ce qu'un système nerveux a besoin, avec des phases d'intensité et des phases de repos. Et le seul conseil que je peux donner, c'est que quand on se donne le droit d'avoir du repos, de recharger les batteries, eh bien, on est 2 fois plus efficace au travail, en famille et avec le reste. Donc, finalement, on peut dire que prendre soin de ça, c'est être plus performant, plus efficace. Peut-être que ça aide les personnes que tu as décrites à se motiver mais je suis d'accord avec toi, ça demande d'être dans le combat permanent de contre la tendance en fait qu'on nous donne en fait. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vraiment aller à l'encontre, faire marche arrière quelque part, ou tu sais, aller à contresens de tout le monde. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je vis depuis que je suis tout petit, donc je connais très bien ces mécanismes. J'ai toujours été à contresens sur beaucoup de choses, donc je vois en fait l'énergie, le temps que ça peut demander, et puis le côté un peu déstabilisant, parce que évidemment, tout le monde fait la masse en fait fait très différent de ce que tu fais. J'ai une dernière question. C'est quoi l'amour pour toi, Sandy? L'amour en relation ou pour soi-même? C'est quoi l'amour pour toi? Waouh! Alors, c'est une grande question philosophique. Moi, j'aime bien ce que Gabor Maté, en fait, dit. Pour moi, c'est la capacité à être en lien tout en étant authentique. Ok. Ce Merci. qui peut être challenging. Yes, ah bah oui, tu m'étonnes. Pour les gens qui veulent te contacter, on fait comment? Vous avez mon site, sandykaufman.ch. Je suis sur Instagram et puis vous avez mon livre dans les librairies maintenant. Yes, ouais, il est partout, j'imagine, à la FNAC. Oui. On le trouve sur Internet, en version numérique aussi, j'imagine. Ouais. Oui, en version numérique aussi. Ok, donc, trop bien. Voilà, j'espère, si vous le lisez, donnez-moi des retours. J'aime bien avoir des retours sur comment m'améliorer. Mais oui, moi, c'est ce que je dis très souvent, j'adore avoir des retours. Tu sais, là, je suis dans la phase, là, en ce moment, où je vais signer des dédicaces, tu sais, dans les librairies. Et je leur dis à chaque fois la même chose, c'est surtout n'hésitez pas à me faire des retours parce que déjà ça fait du bien, moi je trouve, d'avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que les gens ont pris le temps de lire ton livre, quoi, donc merci. Et puis après, je trouve que ça peut nous aider, tu vois, si on a l'intention de continuer à écrire d'autres livres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ça prend normalement pas trop de temps pour les gens. Donc merci pour tous vos retours. Un grand merci, Sandy, c'était encore très chouette de papoter ensemble. Plaisir partagé. Merci pour tes questions, Julien. Et puis, merci pour toutes les personnes. J'ai vu que tu affichais des commentaires. J'ai pas eu le temps de les lire, donc je fais coucou à tout le monde. Merci beaucoup. Un grand merci. Passe une belle journée. À tout bientôt, Sandy. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Sandy Kaufman. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, je suis en train de regarder, là, il pleut des cordes à Montpellier. Vous vous rendez compte? Alors qu'ici, 9 mois de l'année, il fait beau. Si vous n'étiez pas là au début, je vous rappelle, on organise le 2e congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Et si vous voulez prendre vos billets, vous pouvez les prendre dès maintenant. La billetterie est en ligne. Vous tapez « C'est quoi le congrès, c'est quoi le bonheur pour vous ?» dans un moteur de recherche. Et vous tomberez tout de suite sur le site. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Moi, je vais partir demain, je pars à Paris pour des séries de
plateau radio et télé. Et puis, je vais faire le salon aussi, le salon de la liberté scolaire. C'est à Porte de Charenton, à Paris, toute la journée du 1er février. Donc, si vous souhaitez me voir, surtout, venez avec grand plaisir. J'y serai toute la journée. Je vais dédicacer notamment mon livre et puis on aura un stand innovation en éducation sur place. Donc, c'est le salon de la liberté scolaire, Porte de Charenton, à Paris, le 1er février. Et ensuite, je file et je vous dis pas où je file. Comme ça, si vous me suivez sur les réseaux, vous verrez, c'est un lieu qui est magnifique. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Je vous laisse avec la petite vidéo sur le congrès et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.